Certaines morts sont si étranges qu'elles semblent tout droit sorties d'un film, pas de la vraie vie. Des accidents improbables aux mésaventures les plus absurdes. Ces histoires vous feront vous demander comment quelqu'un a pu réellement mourir de cette façon. Vous n'allez pas croire les manières ridicules dont certaines personnes ont trouvé la mort. Des situations qui paraissent inventées, mais qui sont 100% vraies. Préparez-vous à une heure des décès les plus absurdes qui semblent tirés d'un conte, mais qui ont réellement eu lieu. Le soir du 25 avril 2021 à San Diego, en Californie, Taylor Calhoun, une organisatrice d'événements de 29 ans, venait de terminer un dîner en rendez-vous. Elle avait rencontré quelqu'un de nouveau et ils avaient dîné au Basic Bar and Pizza dans le quartier East Village, près du parking Padres Parkade. Portant des restes, elle et son rendez-vous, Alex marchèrent dans la rue discutant et riant. Tout semblait normal. Vers 19h23, alors qu'ils traversaient la rue à l'intersection de la 10e avenue et de la rue J, une tragédie inimaginable s'est produite. Au-dessus d'eux, au 9e étage du parking Padres Parkade, Christian Anders, un jeune homme d'une vingtaine d'années, se tenait au bord. Il luttait contre de graves problèmes de santé mentale et avait contacté sa mère plus tôt dans la journée, exprimant sa détresse. Submergé, il a pris une décision déchirante. Anders est tombé du parking, atterrissant directement sur Taylor. Elle n'a eu aucune chance de réagir, l'impact a été instantané, laissant les témoins sous le choc. Alex, à quelques centimètres, est resté indemne mais n'a rien pu faire alors que Taylor s'effondrait à côté de lui. Les secours sont arrivés rapidement, mais Taylor avait déjà perdu la vie. Anders a été transporté à l'hôpital où il a été déclaré mort plus tard. Tous deux avaient subi des blessures fatales dues à la chute. L'accident tragique a dévasté ceux qui connaissaient Taylor. Elle était à quelques jours de célébrer son 30e anniversaire, une étape qu'elle attendait avec impatience. Elle avait prévu un week-end à Temecula pour une dégustation de vin avec des amis, avec son père, Ken Kal, au volant. Taylor était aimée et respectée dans son domaine. Elle avait travaillé chez McFarlane Promotions pendant près de 10 ans, commençant comme stagiaire avant de devenir gestionnaire d'événements. Son patron, Laurel McFarlane, était très proche d'elle et la considérait comme de la famille. Taylor était fiable, gentille et pleine de vie, a déclaré McFarlane. Elle était vraiment spéciale, elle avait un lien particulièrement fort avec son père, avec qui elle vivait depuis 1 an. Pendant la pandémie, elle s'était occupée de lui alors qu'il traversait des problèmes de santé. Ceux qui les connaissaient parlaient souvent de leur relation étroite. Elle adorait son père et il l'adorait, a déclaré McFarlane. Elle était son monde. Sa mort soudaine a laissé un grand vide dans la vie de ceux qui l'entouraient. Amis, collègues et connaissances ont partagé des souvenirs de sa gentillesse et de son dévouement. Beaucoup ont pris les réseaux sociaux pour exprimer leur chagrin et honorer sa mémoire. Un mémorial a été installé près du lieu de l'accident, avec des fleurs, des bougies et des messages en son honneur. Ses 2 chiens de sauvetage, Roux et Stella, qu'elle avait adoptés avec amour à Tijuana, ont été pris en charge par son père. Taylor avait toujours eu un faible pour les animaux, les emmenant souvent au travail et veillant à ce qu'ils reçoivent les meilleurs soins. Quant à Christian Anders, ses luttes étaient passées inaperçues pour beaucoup. Il avait contacté sa mère plus tôt dans la journée, mais personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer. Ces combats intérieurs ont finalement conduit à un résultat dévastateur qui a non seulement coûté sa propre vie, mais aussi celle de Taylor. L'incident a laissé les proches de Taylor avec des questions douloureuses. Quelque chose aurait-il pu être fait pour aider Anders avant qu'il ne soit trop tard? Et si Taylor avait pris un autre chemin ce soir-là? Serait-elle encore là? Bien que ces questions n'aient peut-être jamais de réponse, la vie de Taylor a eu un impact durable. Elle était une fille, une amie, une professionnelle et une personne compatissante qui a touché de nombreuses vies. Bien que son temps ait été écourté, elle est restée dans les mémoires pour sa gentillesse, son amour et la chaleur qu'elle partageait avec tous ceux qui l'entouraient. Son héritage vit dans le cœur de ceux qui l'ont connue, un rappel de chérir chaque moment et les personnes que nous aimons. C'était l'été 2011. Chris Staniforth avait passé d'innombrables heures à faire ce qu'il aimait le plus, jouer aux jeux vidéo. Chris n'était pas étranger à l'idée de se perdre dans ses mondes virtuels préférés, parfois jusqu'aux premières heures du matin. Cependant, cette nuit-là, quelque chose était différent et le jour suivant allait devenir une tragédie. Ce qui avait commencé comme une matinée normale pour le jeune joueur allait rapidement se transformer en un drame et en quelques heures, la vie de sa famille allait être changée à jamais. Chris, un jeune homme de 20 ans, originaire de Sheffield en Angleterre, était bien connu de sa famille et de ses amis en tant que joueur passionné. On le trouvait souvent assis devant sa Xbox, plongé dans des jeux comme Halo, parfois pendant jusqu'à 12 heures d'affilée. Sa passion pour les jeux vidéo n'était pas qu'un simple passe-temps, c'était aussi l'aspiration de Chris.
Il avait récemment été accepté dans un programme de conception de jeux à l'université de Leicester, où il espérait transformer son amour des jeux vidéo en une carrière. Son père, David Staniforth, se souvenait que Chris vivait pour sa Xbox et que son rêve avait toujours été de créer des mondes tout comme ceux qu'il adorait explorer. C'est cet engagement inébranlable envers le jeu qui amena Chris à passer des heures entières assis à son bureau, ne prenant presque jamais de pause ou ne se déplaçant que rarement. Ce que sa famille et même Chris lui-même ignoraient, c'était le danger silencieux et caché qui se cachait derrière cette inactivité prolongée. Une nuit de 2011, Chris était probablement resté éveillé toute la nuit, comme il le faisait souvent, absorbé par ses jeux. Le matin venu, il devait se rendre à un centre d'emploi local avec un ami pour discuter des opportunités de carrière, un petit pas vers la construction d'un avenir qu'il avait déjà commencé à préparer. Cependant, ce matin-là, en attendant devant le centre d'emploi, il ressentit une sensation de serrement dans la poitrine. Son ami se souvint plus tard que Chris avait ressenti des douleurs étranges, mais n'y avait pas prêté attention. Chris laissa tomber un paquet de chewing-gum, il se pencha pour le ramasser et soudain il commença à convulser. Paniqué, son ami appela une ambulance, mais malgré la réponse immédiate des secouristes, ils ne purent le sauver. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, Chris avait succombé à une affection généralement associée aux voyageurs de longue distance, la thrombose veineuse profonde ou TVP. La TVP survient lorsqu'un caillot sanguin se forme dans une veine profonde, généralement dans la jambe, à cause de longues périodes d'immobilité. Dans le cas de Chris, le caillot s'était formé pendant ses longues heures de jeu, assis sans bouger, dans une position statique. Tragiquement, le caillot s'est ensuite déplacé jusqu'à ses poumons, provoquant une embolie pulmonaire, un blocage dans l'artère principale qui délivre du sang oxygéné aux poumons. Il s'agit d'une affection grave qui, si elle n'est pas traitée, peut être fatale. Pour Chris, la découverte de cette condition était dévastatrice mais trop tardive. David, le père de Chris, dut faire face à la perte de son fils. David, qui avait toujours connu Chris comme un jeune homme sans problème de santé antérieur, avait du mal à comprendre comment la passion de son fils pour les jeux vidéo avait conduit à une fin aussi tragique. David parle publiquement de l'affaire de son fils, soulignant que de longues périodes d'immobilité, que ce soit pendant les jeux, lors de voyages ou lors de toute activité sédentaire, pouvaient poser de sérieux risques pour la santé. Il partagea son chagrin avec le monde, espérant avertir d'autres parents et joueurs des dangers cachés des sessions de jeux prolongées. Bien que la mort de Chris aurait pu facilement être attribuée à sa passion pour les jeux vidéo, David prit soin de ne pas accuser l'industrie ou la technologie elle-même. Il se concentra plutôt sur la sensibilisation à l'importance de faire des pauses, de bouger et de comprendre les risques associés à de longues périodes d'immobilité. Ne découragez pas votre enfant de jouer aux jeux vidéo, conseilla David à d'autres parents. Ils adorent ça, c'est bénéfique pour eux. Soyez juste conscients des risques. Profitez-en, mais faites des pauses. Le 29 mai 2015, au port de Honoko'au, sur la grande île d'Hawaï, Randy Lenz, un capitaine de bateau de pêche de 47 ans et propriétaire de Sundowner Sport Fishing Charter, se préparait pour une nouvelle journée en mer. Fort de plus de 25 ans d'expérience, il avait affronté certains des prédateurs les plus redoutables de l'océan, des marlins gigantesques aux impressionnants espadons. Mais ce jour-là, un événement inattendu allait lui coûter la vie. La matinée avait commencé comme d'habitude. Jens était sur son bateau, scrutant les eaux à la recherche de sa prochaine prise, lorsqu'il remarqua quelque chose d'inhabituel, un espadon à large rostre, d'environ 1,80 m de long, nageant dans le port en eau peu profonde. Habituellement, ces poissons vivent en haute mer et en voir un aussi près du rivage était une rareté. L'occasion était trop belle pour être ignorée. Armé de son fusil harpon, il visa avec précision et tira touchant le poisson. Mais la lutte était loin d'être terminée. Blessé, l'espadon se débattit violemment, tentant d'échapper à son sort. Déterminé à sécuriser sa prise, Liane se plongea dans l'eau. C'est à ce moment-là que la situation prit une tournure tragique. La ligne du harpon s'était emmêlée autour d'une ancre d'amarrage, puis dans un geste imprévisible, l'espadon fit volte-face et fonça droit sur l'âne, son long rostre acéré dirigé vers sa poitrine. Avant qu'il ne puisse réagir, le poisson le frappa de plein fouet, transperçant son torse du côté droit. Le choc fut violent et l'âne resta immobile, flottant à la surface. Des témoins assistèrent à la scène, horrifiés, tandis que d'autres pêcheurs se précipitaient pour le sortir de l'eau. Les secours arrivèrent rapidement et tentèrent de le réanimer, mais ses blessures étaient trop graves. Il fut transporté à l'hôpital de Kona, où son décès fut prononcé peu après. Les espadons sont réputés pour leur vitesse et leur puissance, ce qui les rend particulièrement dangereux lorsqu'ils se sentent menacés. Leur rostre allongé et tranchant peut causer de graves blessures et ils ont déjà été observés attaquant des bateaux et des plongeurs dans de rares cas.
Celui qui avait mortellement touché Lance mesurait environ 3 pieds, 90 cm de long et pesait une vingtaine de kilos. Un poids modeste pour un espadon, mais suffisant pour provoquer des blessures fatales. Si cette attaque n'était pas intentionnelle, elle illustrait l'imprévisibilité et les dangers de la faune marine. Les pêcheurs connaissent les risques de leur métier, mais même les plus expérimentés ne sont jamais à l'abri d'une situation critique. Randy Lance était une figure respectée de la communauté des pêcheurs d'Hawaï. Sa famille le décrivait comme un homme robuste, au cœur généreux. Il aimait aider les autres, même lorsqu'il ne possédait pas grand-chose. Son cousin, Bomboy Lance, se souvenait de lui comme d'un homme qui invitait spontanément des inconnus à partager un barbecue et qui tendait toujours la main à ceux qui en avaient besoin. Après sa disparition, amis et proches se rassemblèrent au port pour lui rendre hommage. Ils apportèrent des colliers de fleurs traditionnels et nagèrent jusqu'à l'endroit où il avait perdu la vie. Profondément marquée par cette tragédie, la communauté des pêcheurs se réunit pour honorer la mémoire d'un mentor, d'un ami et d'une véritable légende locale. À travers Sundowner Sport Fishing Charter, Lance avait initié des centaines de personnes aux joies de la pêche en haute mer. Il partageait sa passion pour l'océan en offrant à ses clients des expériences inoubliables. Son absence laissa un vide immense, mais son souvenir perdurait à travers les récits de ceux qui l'avaient connu. Les circonstances de sa mort soulevèrent de nombreuses questions. L'espadon avait-il réagi par pur instinct ou s'agissait-il d'une lutte chaotique ? Si ce poisson n'avait pas été dans le port ce jour-là, ou si l'ânesse avait attendu quelques instants de plus avant de plonger, le dénouement aurait-il été différent ? Autant d'interrogations qui resteraient sans réponse. Une chose est certaine, Randy Lance était un homme profondément lié à l'océan, un milieu qu'il aimait et respectait. Sa disparition fut un accident tragique, un rappel des dangers inhérents au métier en contact avec la nature. Bien qu'il ne soit plus là, son héritage demeure à travers les vies qu'il a touchées et la communauté qui se souvient de lui. C'était une chaude journée d'été en 2021 lorsqu'un jeune homme de 22 ans originaire de Chine a pris une décision qui allait conduire à sa mort prématurée. Il était en bonne santé, sans aucun problème médical connu, mais dans une tentative de se rafraîchir, il a bu 1,5 litre de Coca-Cola en seulement 10 minutes. Ce qui semblait être un choix anodin s'est rapidement transformé en une urgence vitale. 6 heures plus tard, il est arrivé à l'hôpital Chaoyang de Pékin en proie à de vives douleurs. Son estomac était gonflé et il souffrait de violentes douleurs abdominales. Les médecins ont remarqué que son rythme cardiaque était élevé, sa tension artérielle dangereusement basse et qu'il respirait trop vite. Des signes clairs que quelque chose n'allait pas. Mais ce n'est qu'après avoir réalisé un scanner qu'ils ont compris l'ampleur du problème. Le scanner a révélé une quantité inhabituelle et inquiétante de gaz piégé dans ses intestins et dans la veine porte, un vaisseau sanguin majeur qui transporte le sang du système digestif vers le foie. Cette condition rare, connue sous le nom de pneumatose, perturbe la circulation sanguine vers le foie, le privant d'oxygène. Sans un apport suffisant en oxygène, le foie commence à défaillir, une condition appelée ischémie hépatique ou foie de choc. Normalement, l'excès de gaz dans le système digestif est évacué par des rots ou des flatulences. Mais dans ce cas, la consommation rapide de Coca-Cola a provoqué une accumulation de gaz trop rapide. Sans moyen de s'échapper, la pression a augmenté dans ses intestins, poussant le gaz dans la veine porte et causant de graves dommages au foie. Les médecins ont travaillé d'urgence pour soulager la pression et stabiliser son état. Ils ont utilisé divers traitements pour aider son corps à expulser le gaz piégé et ont administré des médicaments anti-inflammatoires pour réduire le gonflement. Il a également reçu des fluides pour rester hydraté. Malgré ses efforts, son état s'est aggravé. 12 heures plus tard, les résultats des tests ont montré des dommages hépatiques importants et ses chances de survie étaient de minces. Après 18 heures, son corps n'a plus pu lutter contre les dommages. Tragiquement, il est décédé peu après son arrivée à l'hôpital. Ce cas rare a été documenté dans la revue médicale Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology. Les médecins impliqués ont noté que bien que ce type de réaction soit inhabituel, il peut se produire. Boire une grande quantité de boissons gazeuses en peu de temps peut entraîner une accumulation dangereuse de gaz, affectant la circulation sanguine et l'apport en oxygène des organes vitaux. Cependant, tous les experts ne s'accordent pas sur la cause exacte de sa mort. Le professeur Nathan Davies, biochimiste à l'University College London, a remis en question l'idée que la consommation de Coca-Cola seule pouvait entraîner une réaction aussi grave. Il a suggéré qu'il pourrait y avoir eu un problème de santé sous-jacent, comme une infection bactérienne qui aurait contribué à l'accumulation de gaz.
Ce type d'infection aurait pu provoquer une production excessive de gaz dans son système digestif, aggravant la situation. En l'absence de problèmes de santé préexistants connus, il reste incertain si le Coca-Cola était la seule cause de sa mort ou s'il y avait un autre facteur en jeu. Des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour comprendre pleinement ce qui s'est passé. Cet incident a suscité des discussions sur les dangers de consommer de grandes quantités de boissons gazeuses trop rapidement. Bien que beaucoup de gens boivent des sodas sans risque immédiat pour leur santé, ce cas montre que, dans certaines conditions, cela peut avoir des conséquences inattendues et graves. La mort de ce jeune homme aurait-elle pu être évitée s'il avait consommé la boisson plus lentement ? Donner plus de temps à son corps pour traiter la carbonation aurait-il empêché l'accumulation fatale de gaz ? Bien que la plupart des gens ne subissent pas de réactions graves en buvant des sodas, ce cas souligne l'importance d'écouter son corps et d'être conscient de la manière dont on consomme les boissons gazeuses. Bien que rare, cet événement tragique soulève des questions sur la véritable cause de sa mort. Était-ce simplement la consommation rapide de Coca-Cola ? Ou y avait-il un problème médical non diagnostiqué ? Son décès reste un événement profondément malheureux, laissant derrière lui un mystère qui pourrait ne jamais avoir de réponse définitive. Le 31 octobre 2021, à Brasilândia de Minas, une petite ville de l'État de Minas Gerais, au Brésil, un homme de 30 ans et deux de ses amis partirent pour une paisible partie de pêche sur un lac isolé d'une ferme. Ils s'attendaient à une journée de détente au cœur de la nature, loin de se douter que leur excursion allait virer au drame. Alors qu'ils profitaient de leur sortie sur l'eau, leur embarcation heurta un tronc immergé, perturbant une ruche toute proche. Soudain, un essaim d'abeilles agressives les encercla. Pris de panique, les trois hommes plongèrent immédiatement dans le lac pour échapper aux insectes en furie. Deux d'entre eux parvinrent à rejoindre la rive sains et saufs, mais le troisième ne fut pas aussi chanceux. Ce que les hommes ignoraient, c'est que ce lac abritait des piranhas. Bien que les attaques sur les humains soient rares, ces poissons aux dents acérées peuvent devenir dangereux dans certaines conditions. Leur présence dans ce plan d'eau était inhabituelle, ce qui poussa les autorités à suspecter qu'ils avaient été introduits artificiellement, peut-être par quelqu'un qui les aurait relâchés après les avoir gardés en aquarium. Alors que ses compagnons atteignaient le rivage, leur ami luttait encore dans l'eau. Ses mouvements agités auraient pu attirer les piranhas qui l'attaquèrent rapidement. Son corps fut retrouvé plus tard à environ 4 mètres du bord. Lorsque les pompiers récupérèrent son cadavre, ils découvrirent d'importantes blessures, notamment au visage. Il était évident que les piranhas avaient causé de sérieux dommages. Les autorités ne purent établir avec certitude s'il s'était d'abord noyé ou si ses blessures l'avaient empêché de s'échapper. La position de son corps rappelait celle des victimes de noyades, suggérant qu'il aurait pu perdre connaissance avant d'être attaqué par les poissons. Cependant, l'ampleur des mutilations laissait planer le doute. L'un des secouristes décrivit l'état du corps comme méconnaissable, avec de multiples zones sévèrement touchées. Le service des pompiers confirma que le lac contenait bien des piranhas, ce qui accentuait l'horreur de cet accident. Après enquête, les autorités écartèrent toute piste criminelle. Son décès fut classé comme un accident malheureux résultant d'une série d'événements imprévisibles. L'attaque des abeilles, sa décision de plonger dans le lac et enfin la présence des piranhas. Aucun élément ne suggérait une intention malveillante et son corps fut remis à sa famille pour les funérailles. Ses deux amis survivants, profondément choqués, racontèrent les terrifiants instants qui avaient précédé la tragédie. L'un d'eux, allergique aux piqûres d'abeilles, avait tenté de l'aider, mais avait dû se mettre lui-même à l'abri. Tous deux furent transportés à l'hôpital pour des soins, bien que leurs blessures physiques soient sans commune mesure avec le sort de leurs compagnons. Le lac, autrefois un paisible lieu de pêche, était désormais associé à un drame effroyable. La découverte que les piranhas n'étaient pas natifs de la région rendait leur présence encore plus inquiétante. Les experts rappelèrent que, bien que les attaques humaines soient rares, elles pouvaient se produire si les poissons se sentaient menacés ou si une personne se débattait dans l'eau. Cet incident souleva de nombreuses questions. Comment les piranhas avaient-ils fini dans ce lac ? Présentait-il un danger durable ? Les enquêteurs soupçonnèrent qu'ils avaient été introduits accidentellement ou volontairement, mais aucune réponse claire ne fut trouvée. Si les abeilles ne les avaient pas attaqués, ou si le lac avait été exempt de piranhas, cet homme aurait peut-être survécu. Une simple partie de pêche s'était transformée en cauchemar à cause d'un enchaînement d'événements imprévisibles. Son histoire est un rappel glaçant de la manière dont la nature, même dans les endroits les plus inattendus, peut devenir mortellement dangereuse en un instant. Le lac de Brasilândia de Minas ne sera probablement plus jamais perçu de la même manière. C'était le 8 juin
2014, le dimanche matin de Grant Adams commença comme n'importe quel autre, avec le jeune homme de 17 ans qui venait de se réveiller chez lui à South Shields. Mais en l'espace de quelques instants, ce qui aurait dû être une journée ordinaire prit un tournant dramatique et tragique, laissant sa famille et sa communauté sous le choc. Grant n'était pas seulement un adolescent, il allait bientôt devenir père, attendant la naissance de sa fille avec sa petite amie, Shona Gardner, âgée de 16 ans, qui était enceinte de 7 mois. Il avait déjà choisi un prénom pour sa petite fille, Rekia. La vie de Grant, bien que jeune, était remplie d'espoir et de rêves pour l'avenir. Il venait d'acheter sa première voiture et prenait des leçons de conduite. Son 18e anniversaire approchait, et avec lui, la promesse d'un nouveau chapitre. La famille de Grant comprenait sa mère, Amanda Smedley, âgée de 37 ans, avec qui il vivait, et sa sœur Natasha, âgée de 20 ans, qui avait elle-même une petite fille. La tragédie qui frappa leur famille se produisit rapidement. Tôt ce dimanche matin, Grant venait de sortir du lit lorsqu'il trébucha sur un câble dans sa chambre au 3e étage. Par un coup du sort tragique, il perdit l'équilibre et tomba sur un lit de bronzage que sa mère avait entreposé dans sa chambre. L'impact fut catastrophique. L'un des tubes en verre UV se brisa et un fragment tranchant perça sa veine jugulaire à 2 endroits. Désorienté et gravement blessé, Grant tenta d'ôter l'éclat de verre de son cou sous le choc, aggravant encore la blessure, puis se dirigea vers les escaliers dans une tentative désespérée de chercher de l'aide. Cependant, la blessure se révéla trop grave et il s'effondra en bas des escaliers, où sa mère le trouva bientôt dans une mare de sang. Amanda, sa mère, entendit les bruits venant de l'étage et se précipita immédiatement vers son fils, ne trouvant que du sang qui coulait abondamment. Paniquée, elle appela à l'aide et son partenaire tenta de contenir l'hémorragie jusqu'à l'arrivée des secours. Les services d'urgence, dont l'ambulance aérienne du Great North, arrivèrent rapidement sur les lieux, à environ 9 heures ce dimanche matin pour traiter Grant. Il fut transporté par avion au Royal Victoria Infirmary de Newcastle dans un état critique, mais les dommages étaient trop graves. Malgré les efforts des professionnels de santé, Grant succomba à ses blessures le 9 juin 2014. La perte soudaine et tragique laissa la famille et les amis de Grant dévastés. Pour sa petite amie Shona, le choc était inimaginable. Elle partagea sa douleur publiquement, exprimant son amour et le réconfort amer de porter une partie de lui en elle sous la forme de leur enfant à naître. La sœur de Grant, Natasha, qui avait toujours été proche de lui, décrivit combien il attendait avec impatience de devenir père, malgré ses premières inquiétudes. La famille voit désormais Shona et le bébé Rekia comme les derniers fragments de l'héritage de Grant, s'y accrochant comme un souvenir du jeune homme plein de vie qu'ils ont perdu. Les amis et les membres de la communauté de South Shields furent stupéfaits par la nouvelle, peinant à comprendre comment un accident aussi inhabituel et déchirant avait pu coûter la vie à un jeune homme prometteur au seuil de l'âge adulte. Grant avait toujours été connu comme un adolescent énergique et actif, passionné de boxe et appréciant le temps passé avec ses amis et sa famille. Sa sœur Natasha expliqua comment son frère avait déjà survécu à de nombreux accidents auparavant, y compris des chutes de moto et d'autres incidents typiques de l'adolescence, et qu'il semblait impensable qu'un accident aussi inattendu qu'une chute sur un lit de bronzage puisse être fatal. Les organes de Grant furent donnés après son décès. Sa famille les trouva un certain réconfort en sachant que son dernier acte serait d'aider d'autres personnes, bien qu'ils luttent avec l'ampleur de leur perte. « Ça aurait été ce que Grant aurait voulu », dit Natasha. « Il y a des gens qui attendent des transplantations et j'espère que les organes de Grant aideront quelqu'un d'autre. Nous ne voulons pas qu'une autre famille doive traverser ce que nous avons vécu. » C'était le 14 janvier 2009 à Jiaozhou, en Chine. Xiaogang, 14 ans, était chez lui, assis à son ordinateur sans se douter qu'un simple réglage de sa chaise allait conduire à un accident tragique. Il utilisait une chaise pivotante commune, équipée d'un mécanisme à ressort gaz qui permettait de régler la hauteur du siège. Mais ce jour-là, quelque chose a terriblement mal tourné. Alors que Xiaogang ajustait la hauteur, le ressort gaz de la chaise a soudainement dysfonctionné. La pression accumulée dans le cylindre a provoqué une explosion d'une force extrême. Une tige métallique solide à l'intérieur de la chaise a été projetée vers le haut, frappant Xiaogang dans une zone critique et causant de graves blessures internes. Malgré sa douleur, Xiaogang a réussi à appeler son père pour lui expliquer ce qui s'était passé. Son père est rentré en urgence et a immédiatement appelé les secours. À l'arrivée des ambulanciers, Xiaogang était encore conscient mais dans un état critique. Il a été rapidement transporté à l'hôpital, mais les dégâts étaient de trop importants. Malgré les efforts pour le sauver, il n'a pas survécu en raison d'une hémorragie massive. Les enquêtes ultérieures ont confirmé que l'accident était dû à un défaut du ressort gaz de la chaise.
L'explosion a projeté la tige métallique avec une force mortelle, causant de graves dommages internes. Les médecins ont noté qu'ils avaient déjà vu des incidents similaires, mais aucun n'avait été aussi fatal que celui de Xiaogang. Ce n'était pas la première fois qu'un tel accident se produisait. Un an plus tôt, en novembre 2007, un homme de 68 ans avait été gravement blessé lorsque le ressort gaz de sa chaise avait également dysfonctionné. L'explosion avait envoyé des fragments métalliques dans son corps, lui causant des blessures douloureuses qui avaient été mis des mois à guérir. Les enquêteurs ont découvert que ces accidents étaient liés à des ressorts gaz de mauvaise qualité utilisés dans certaines chaises de bureau. Beaucoup de ces chaises étaient fabriquées avec des matériaux moins chers pour réduire les coûts, les rendant bien plus susceptibles de tomber en panne. Les ressorts gaz de qualité devraient être remplis d'azote à haute pression, mais dans certaines chaises défectueuses, de l'air ordinaire était utilisé à la place. Cela entraînait une accumulation de pression instable, augmentant le risque d'explosion. Les parents de Xiaogang, dévastés par la mort de leur fils, ont exigé des comptes de la part du fabricant et du distributeur de la chaise. Ils croyaient que si la chaise avait été fabriquée selon des normes de sécurité plus strictes, leur fils serait encore en vie. Leur cas a suscité des discussions sur la sécurité des produits en Chine, en particulier dans l'industrie du mobilier de bureau. Les experts ont averti que bien que la plupart des chaises soient sûres, celles mal fabriquées présentaient des risques sérieux. Beaucoup de ces produits moins chers n'avaient pas de certification appropriée, les rendant dangereux pour les acheteurs insouciants. Suite à cette tragédie, les organisations de sécurité des consommateurs ont appelé à des régulations plus strictes dans la fabrication des chaises de bureau. Elles ont exhorté les consommateurs à être prudents lors de l'achat de chaises, en particulier auprès de marques moins connues qui pourraient ne pas suivre les directives de sécurité appropriées. La mort de Xiaogang a laissé beaucoup de gens se demander comment un accident aussi rare et tragique pouvait se produire. S'agissait-il simplement d'un événement isolé ou était-ce le résultat de fabricants qui négligeaient la sécurité ? L'accident aurait-il pu être évité si la chaise avait été correctement testée ? Les produits du quotidien, même quelque chose d'aussi banal qu'une chaise de bureau, peuvent devenir dangereux s'ils ne sont pas fabriqués avec soin. L'histoire de Xiaogang sert de rappel à toujours privilégier la sécurité lors de l'achat de produits que nous utilisons tous les jours. En novembre 2018, Helena Struthers-Gardner était chez elle dans le Dorset, en Angleterre, en train de se préparer pour prendre un verre. C'était une soirée calme, mais ce qui suivit fut un accident tragique, impliquant un objet ménager apparemment inoffensif. Helena, surnommée Lena par ses proches, avait 60 ans et vivait à Broadstone dans le Dorset. Au fil des années où cette femme avait connu à la fois le succès et les difficultés. Ancienne cavalière accomplie, elle avait consacré une grande partie de sa jeunesse au monde équestre compétitif. Elle s'était formée dans les disciplines du concours complet, du saut d'obstacles et du dressage, et avait même travaillé avec des chevaux de National Hunt à Newbury, dans le Berkshire. Elle avait un avenir prometteur devant elle. Cependant, ses rêves furent brisés par un accident dévastateur à l'âge de 21 ans, lorsqu'un incident équestre lui laissa de graves blessures à la colonne vertébrale. Cet événement traumatique marqua le début d'une longue lutte contre la douleur chronique et les problèmes de mobilité. Suite à son accident, Helena subit plusieurs fractures de la colonne lombaire, entraînant une scoliose et une douleur intense et constante. Sa mobilité se détériora et elle était fréquemment sujette à des chutes soudaines, que sa femme Mandy Struthers-Gardner qualifiait de « chutes comme un sac de pommes de terre ». Les années de gestion de la douleur avaient pris leur tribut et elle avait besoin de fortes doses de fentanyl pour supporter la douleur. Lorsque ces doses de médicaments furent réduites, elle développa une dépendance à l'alcool. Au moment de sa mort, elle consommait environ un demi-litre de vodka par jour, souvent mélangé avec du jus d'orange dans un bocal à vis, une habitude qui conduisit à l'incident fatal. Le 22 novembre 2018, Helena était dans sa cuisine, tenant un verre style bocal équipé d'une paille en métal. Soudain, elle s'effondra et la paille en acier inoxydable de 25 cm, fixée en place par le couvercle, devint une arme meurtrière. La paille pénétra dans l'orbite gauche d'Helena et traversa son cerveau. Sa femme Mandy, présente à ce moment-là, n'entendit pas la chute, mais trouva Helena peu de temps après. Allongée sur le ventre, Helena émettait des bruits de gargouillement et Mandy, voyant la paille dépasser de sa tête, appela immédiatement une ambulance. Les secours la transportèrent à l'hôpital général de Southampton, mais la gravité de ses blessures laissait peu d'espoir de rétablissement. Les spécialistes informèrent Mandy que les blessures d'Helena étaient trop graves et le lendemain, son appareil respiratoire qui la maintenait en vie fut arrêté. L'examen médico-légal de l'incident fut minutieux.
Le docteur David Parham, qui procéda à l'autopsie, confirma que la paille était entrée par la paupière gauche d'Elena et avait traversé son tronc cérébral, une zone vitale responsable de fonctions telles que la respiration. L'enquête sur la mort d'Elena souligna les dangers rares mais significatifs associés aux pailles en métal. L'assistant du coroner, Brendan Allen, émit un avertissement, insistant sur les risques liés à l'utilisation de pailles métalliques fixées dans des couvercles rigides. Sans souplesse ni flexibilité, la paille métallique ne pouvait se déplacer lors de l'impact, ce qui entraîna des blessures catastrophiques. Une grande prudence doit être exercée lors de l'utilisation de ces pailles en métal, déclara Allen, soulignant qu'elles ne devraient jamais être fixées par des couvercles ou des dispositifs similaires. Si le couvercle n'avait pas maintenu la paille en place, elle se serait probablement déplacée au lieu de percuter son œil. Cependant, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour expliquer la chute d'Elena. Il n'y avait pas d'alcool dans son système au moment de l'accident, et l'assistant du coroner n'a pas pu conclure qu'une réduction de fentanyl aurait pu être la cause de la chute d'Elena. Les suites de la mort d'Elena laissèrent sa femme et ses proches confrontés à un choc et à un profond chagrin. Mandy parle de cette perte immense, qualifiant Elena d'une personne emportée bien trop tôt. Dans sa peine, Mandy exprima son espoir que d'autres tirent une leçon tragique de l'histoire d'Elena. Elle souligna les dangers de ces pailles, en particulier pour les personnes ayant des problèmes de mobilité ou les jeunes enfants. Le 26 octobre 2001, à Fort Worth, au Texas, Shanjawan Mallard, une aide-soignante de 25 ans, conduisait sa Chevrolet Cavalier en état d'ivresse. Ce soir-là, elle percuta Gregory Glenn Biggs, un sans-abri de 37 ans qui marchait le long de l'autoroute. L'impact le projeta contre le pare-brise, le laissant coincé, les jambes pendant sur le capot. Au lieu de s'arrêter pour lui venir en aide, Mallard continua sa route. Elle rentra chez elle, gara sa voiture dans le garage et abandonna Biggs, toujours vivant, mais gravement blessé. En tant qu'aide-soignante formée, elle savait qu'il avait besoin de soins médicaux, mais elle choisit de ne rien faire. Pendant 2 à 3 jours, Biggs resta prisonnier du pare-brise. Conscient, saignait abondamment et souffrait terriblement, il implora de l'aide, mais Mallard ignora ses appels. Finalement, il succomba à ses blessures, mourant d'une hémorragie et d'un choc. Une issue que les experts médicaux confirmeront plus tard comme évitable si une intervention rapide avait eu lieu. Quand Mallard réalisa que Biggs était décédé, elle contacta son ami Clyde Jackson. Avec le cousin de Jackson, Herbert Tyrone Cleveland, ils mirent au point un plan pour se débarrasser du corps. Ils déplacèrent les restes de Biggs dans un parc et l'abandonnèrent là. Pour couvrir leur crime, ils tentèrent même de détruire des preuves en incendiant certaines parties de la voiture de Mallard. Quelques mois plus tard, les agissements imprudents de Mallard la rattrapèrent. Lors d'une soirée, elle mentionna l'incident avec désinvolture, allant jusqu'à en rire. Un témoin, choqué par son absence totale de remords, la dénonça aux autorités. L'enquête s'ensuivit et aboutit finalement à son arrestation. Le procès révéla des détails troublants. Les procureurs insistèrent sur le fait que Biggs avait souffert pendant des jours après l'accident et aurait pu être sauvé si Mallard avait appelé à l'aide. Le médecin légiste témoigna qu'il n'avait aucune blessure interne, sa mort était due uniquement à une hémorragie non traitée. Des membres des pompiers confirmèrent par la suite que s'ils avaient été alertés, ils auraient pu le sauver. Au cours du procès, la défense de Mallard argua qu'elle avait agi sous le coup de la panique et de la peur et non par cruauté. Ils soutinrent qu'elle n'avait jamais eu l'intention de nuire à Biggs et que son inaction résultait du choc plutôt que de la malveillance. Cependant, le parquet répliqua que son choix d'ignorer un homme en détresse malgré ses compétences médicales était inexcusable. Les preuves médico-légales démontrèrent en outre que Biggs était resté en vie pendant une période significative après l'impact. Des taches de sang à l'intérieur de la voiture indiquaient qu'il se débattait encore et toussait du sang. Ces blessures étaient susceptibles d'être soignées, ce qui rendait d'autant plus répréhensible l'inaction de Mallard. Ses complices, Jackson et Cleveland, plaidèrent coupables pour falsification de preuves. Jackson écopera de 10 ans de prison tandis que Cleveland fut condamné à 9 ans. Tous deux avaient participé à dissimuler le crime plutôt qu'à porter secours. L'un des moments les plus émouvants du procès fut lorsque Brandon, le fils de Gregory Biggs, monta à la barre. Il parle de son père, un homme qui avait lutté contre des problèmes de santé mentale mais qui essayait de redresser sa vie. Il évoqua les souvenirs de ses visites à l'abri où il espérait soutenir son père. Malgré sa douleur, Brandon fit preuve de pardon envers Mallard, exprimant l'espoir qu'elle réfléchirait à ses actes. La défense de Mallard la présenta comme quelqu'un ayant commis une terrible erreur, et non comme une personne dépourvue de cœur.
Ils soutinrent qu'elle avait agi par peur plutôt que par cruauté. Mais le jury ne fut pas convaincu. En tant qu'aide-soignante, elle savait comment porter secours à Biggs, et pourtant, elle est restée inactive. En fin de compte, Mallard fut reconnue coupable. Elle fut condamnée à 50 ans de prison, auxquels s'ajoutaient 10 ans pour altération de preuves. Ces peines seront purgées simultanément et elle sera éligible à une libération conditionnelle en 2027. À ce jour, elle demeure derrière les barreaux. Ce cas soulève des questions difficiles. Comment une personne formée pour aider autrui peut-elle choisir d'ignorer quelqu'un dans le besoin désespéré? Qu'est-ce qui a poussé Mallard à laisser Biggs souffrir au lieu de passer un simple appel à l'aide? Et si son entourage avait réagi plus tôt, aurait-il pu empêcher cette tragédie? Gregory Biggs a perdu la vie non seulement à cause d'un accident imprudent, mais également en raison d'un choix délibéré de ne rien faire. Cette histoire rappelle douloureusement les conséquences de l'inaction et l'impact dévastateur de privilégier la survie personnelle au détriment de l'humanité fondamentale. Le 19 avril 2023, un accident incroyable s'est produit à Alwar, en Inde. Shiv Dayal Sharma, un électricien retraité de 82 ans, a perdu la vie dans un incident étrange impliquant un train à grande vitesse et une vache errante. Ce soir-là, Sharma se trouvait près des voies ferrées lorsqu'un train Vande Bharat Express, roulant à environ 160 km/h, a percuté une vache qui s'était égarée sur les rails. L'impact a été si violent que la vache a été projetée en l'air. Les rapports indiquent qu'elle a volé sur près de 30 mètres. Dans un tragique concours de circonstances, la vache en vol a atterri directement sur Sharma, le tuant sur le coup. Une autre personne à proximité a échappé de justesse à l'impact, mais Sharma n'a eu aucune chance. L'accident s'est produit près de la porte Kalimori à Alwar, une zone qu'il connaissait bien. Ayant travaillé pour les chemins de fer indiens avant de prendre sa retraite 22 ans plus tôt, Sharma n'aurait jamais imaginé qu'un accident ferroviaire lui coûterait la vie de manière aussi inhabituelle. Après l'incident, les autorités ont rapidement réagi. La police est arrivée sur les lieux et le corps de Sharma a été emmené pour une autopsie avant d'être rendu à sa famille pour les funérailles. Cet événement tragique met en lumière un problème sérieux en Inde, les vaches errantes qui se promènent sur les voies ferrées. De nombreuses zones rurales sont confrontées à ce problème car les vaches errent souvent librement. Ce n'est pas la première fois qu'un tel accident se produit. Il y a eu plusieurs rapports d'animaux causant des perturbations ferroviaires et dans certains cas entraînant des pertes humaines. Le Vande Bharat Express est l'un des trains les plus rapides d'Inde conçus pour rouler entre 130 et 160 km/h. Mais peu importe à quel point le train est avancé, des accidents comme celui-ci sont difficiles à prévenir sans mesures de sécurité appropriées. L'impact du train percutant la vache a été si puissant qu'il a transformé l'animal en un projectile mortel, conduisant au destin tragique de Sharma. En réponse, les autorités indiennes, y compris le ministre des chemins de fer Ashwini Vaishnaw, ont pris des mesures pour prévenir de tels incidents. Une mesure clé est l'installation de clôtures métalliques le long des voies ferrées pour empêcher les animaux de s'approcher. De plus, les autorités travaillent à éliminer la végétation, les déchets et autres débris qui attirent les animaux errants près des voies. Les travaux sur une clôture de 620 km de long le long de la voie ferrée Mumbai-Ahmedabad ont déjà commencé et devraient être achevés dans les prochains mois. L'objectif est de créer une barrière qui empêche les animaux d'entrer sur les voies, réduisant ainsi considérablement le risque d'accident. Les vaches errantes représentent un risque majeur non seulement pour elles-mêmes mais aussi pour les vies humaines. Lorsqu'un train se déplaçant à une telle vitesse entre en collision avec un grand animal, l'impact peut être catastrophique. Dans la plupart des cas, le train lui-même n'est pas gravement endommagé, mais les conséquences pour les personnes près des voies peuvent être graves. La mort de Sharma a soulevé des inquiétudes quant à la suffisance des mesures de sécurité en place avant l'accident. Cela aurait-il pu être évité si des clôtures avaient été installées plus tôt? Un système plus robuste pour éloigner les animaux des voies aurait-il pu sauver sa vie? Alors que les autorités font maintenant des efforts pour prévenir de futurs accidents, la mort de Sharma est un rappel brutal de la nécessité d'agir immédiatement. Avec des trains atteignant des vitesses incroyables, même un seul animal errant peut entraîner des tragédies inattendues. Cet incident a laissé beaucoup de gens sous le choc. L'idée qu'un homme puisse être tué par une vache volante semble trop étrange pour être réelle, et pourtant c'est arrivé. Si Sharma avait été debout à quelques mètres de là, aurait-il pu survivre? Et si la vache avait atterri différemment? Ces questions n'auront peut-être jamais de réponse, mais elles soulignent à quel point la vie peut être imprévisible.
Pour l'instant, l'accent est mis sur l'amélioration de la sécurité ferroviaire en s'assurant que les voies se sont sécurisées et en prenant les précautions nécessaires pour éviter de nouvelles pertes de vie. Le 17 avril 2018, Jennifer Riordan était à bord du vol Southwest Airlines 1380, assise près d'un hublot alors que l'avion survolait la Pennsylvanie. Elle voyageait de New York à Dallas. C'était un vol de routine, mais un événement tragique et inattendu a bouleversé le cours des choses. Jennifer Riordan, une femme de 43 ans originaire d'Albuquerque, était reconnue pour son dévouement envers sa famille, sa carrière et sa communauté. En tant que vice-présidente des relations communautaires chez Wells Fargo à Albuquerque, elle supervisait les efforts bénévoles de plus de 1000 employés et contribuait largement à de nombreuses causes philanthropiques dans le sud-ouest des États-Unis. Leader respectée, épouse et mère de 2 enfants, Jennifer retournait auprès de sa famille lorsqu'elle a embarqué sur le vol 1380 ce jour-là. Cependant, environ 20 minutes après le départ, ce vol sans histoire a pris une tournure dramatique, marquant un chapitre tragique de l'histoire de l'aviation américaine. Le problème a commencé lorsqu'une des pales du moteur de l'avion s'est soudainement fracturée. Après avoir effectué plus de 32 000 vols, la pale a cédé à cause de la fatigue du métal, un problème passé inaperçu lors des inspections précédentes. Cette défaillance a déclenché une réaction en chaîne catastrophique. Le carénage du moteur s'est désintégré, projetant des débris avec une force explosive. Certains de ces éclats ont frappé le fuselage, brisant finalement la vitre en plexiglas près du siège de Jennifer. Cette rupture a provoqué une décompression rapide, aspirant partiellement Jennifer à travers la fenêtre brisée. Les agents de bord, Rachel Fernheimer et Sianik Mallory, se sont précipités pour évaluer les dégâts et ont découvert Jennifer, dont le torse, la tête et un bras se trouvaient à l'extérieur de l'avion, tandis que le reste de son corps était retenu par sa ceinture de sécurité. Dans une tentative désespérée de la sauver, les agents de bord se sont agrippés à ses jambes, tandis que 2 passagers à proximité se sont joints à eux, l'un passant un bras à travers le hublot pour maintenir son épaule. Au milieu du chaos, avec les masques à oxygène déployés et la cabine envahie par de la fumée, ils ont lutté pour ramener Jennifer à l'intérieur. Une fois Jennifer ramenée à bord, les agents de bord ont demandé l'aide de volontaires médicaux. Un ambulancier et une infirmière ont pris en charge les opérations de secours. Ils ont essayé d'utiliser un défibrillateur, mais celui-ci n'a détecté aucun choc à administrer. Ils se sont relayés pour pratiquer un massage cardiaque dans l'espoir de la réanimer. Malheureusement, les blessures de Jennifer étaient trop graves. L'impact avait causé des traumatismes d'une gravité telle que la survie était pratiquement impossible. Pendant que la tragédie se déroulait, les pilotes s'efforçaient de contrôler l'appareil qui avait basculé violemment sur la gauche sous l'effet de l'explosion. La peur s'est emparée de la cabine, tandis que l'avion descendait rapidement jusqu'à une altitude permettant aux passagers de respirer sans masque. Les pilotes ont habilement guidé l'avion pour un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Philadelphie, mettant en sécurité les 144 passagers restants et les 5 membres d'équipage. Jennifer Riordan a tragiquement perdu la vie, succombant à de graves traumatismes contondants à la tête, au cou et au torse, causés à la fois par les éclats et par le fuselage de l'avion. Sa mort a marqué le premier accident mortel en vol sur une compagnie aérienne américaine depuis près de 10 ans. Cet incident a déclenché une enquête approfondie menée par le National Transportation Safety Board, NTSB, qui s'est concentrée sur la pale défectueuse et les mécanismes de sécurité censés contenir un tel événement. Les auditions du NTSB ont révélé que la pale, inspectée pour la dernière fois en 2012, avait été vérifiée avec des techniques incapables de détecter la fatigue du métal. CFM International, le fabricant du moteur, considérait initialement les pales comme quasiment indestructibles, sans limite de durée de vie. À la suite de l'accident, CFM a recommandé des méthodes d'inspection plus avancées, telles que les tests par ultrasons et courants électriques, capables de détecter les fissures microscopiques. Ces inspections, désormais obligatoires, ont déjà conduit au remplacement de plusieurs pales présentant des signes de fatigue. Dans une déclaration, le mari de Jennifer, Michael Riordan, a exprimé son espoir que les leçons tirées de cet incident permettront d'éviter de futures tragédies. Les collègues et membres de la communauté de Jennifer se souviennent d'elle comme d'une leader bienveillante qui inspirait les autres à redonner à leur tour. En mémoire de Jennifer, la famille Riordan a créé la Jennifer Riordan Foundation, dédiée à poursuivre son héritage de gentillesse et de services communautaires. En octobre 2012, à Montréal, au Canada, Myriam Ducrelemay, une jeune femme de 20 ans, venait de commencer une nouvelle relation. Elle était heureuse et excitée à l'idée d'être avec son petit ami. Elle avait même confié à sa mère,
Micheline, qu'elle était amoureuse. C'était la période la plus joyeuse qu'elle ait jamais vécue. Mais ce bonheur fut de courte durée. Ce soir-là, Myriam et son petit ami assistèrent à une fête avant de rentrer chez lui. Plus tard, il se prépara un sandwich au beurre de cacahuète sans savoir que Myriam était gravement allergique aux arachides. Elle ne lui en avait jamais parlé. Après avoir mangé, il se brossa les dents, puis ils échangèrent un baiser avant de dormir. Ce simple geste eut des conséquences dramatiques. Presque immédiatement, Myriam se sentit mal. Elle eut du mal à respirer et paniqua en réalisant ce qui se passait. Elle demanda à son petit ami s'il avait mangé des cacahuètes et, lorsqu'il répondit oui, elle comprit qu'elle était en train de faire une réaction allergique. Elle lui ordonna alors d'appeler le 911. Malheureusement, Myriam n'avait pas son auto-injecteur d'épinéphrine, son EpiPen, avec elle cette nuit-là. Elle tenta d'utiliser son inhalateur pour l'asthme, mais cela ne suffit pas. Sa gorge enfla, rendant la respiration de plus en plus difficile et son corps entra en état de choc. Les ambulanciers arrivèrent en moins de 8 minutes et la transportèrent d'urgence à l'hôpital. Mais à ce moment-là, le manque d'oxygène avait déjà causé des dommages cérébraux irréversibles. Malgré tous les efforts des médecins, il n'y avait plus rien à faire. Myriam s'éteignit cette nuit-là, quelques heures seulement, après ce qui semblait être un simple baiser. Un rapport du coroner, publié en 2014, confirma qu'elle était décédée d'une réaction allergique fatale causée par les protéines d'arachide présentes dans la salive de son petit ami. Comme elle ne lui avait jamais parlé de son allergie et ne portait pas de bracelet médical, il n'avait aucun moyen de savoir le danger qu'il représentait pour elle. Si elle avait eu son EpiPen avec elle, l'issue aurait peut-être été différente. Sa mère, Micheline, était anéantie. Elle révéla plus tard que Myriam avait l'habitude de toujours porter son EpiPen, mais, pour une raison inconnue, elle ne l'avait pas ce soir-là. Déterminée à sensibiliser le public, elle décida de partager l'histoire de sa fille. Son objectif était d'encourager les personnes souffrant d'allergies sévères à toujours avoir leur traitement avec elle et à informer leur entourage de leurs conditions. Le docteur Christine McCusker, spécialiste en allergologie pédiatrique à l'hôpital de Montréal pour enfants, expliqua que les allergènes d'arachide peuvent rester actifs dans la salive pendant plusieurs heures et que porter un EpiPen en permanence est essentiel. C'est pour cette raison que vous devez toujours avoir votre EpiPen, même si vous pensez ne pas en avoir besoin, déclara le docteur McCusker. L'essentiel est d'informer votre entourage de vos allergies et de leur expliquer quoi faire en cas d'urgence. Tristement, Myriam n'était pas la seule à avoir vécu un tel drame. En 2005, un incident similaire s'était produit lorsqu'une adolescente de 15 ans, Christina Desforges, originaire du Québec, était décédée après avoir embrassé un garçon qui avait consommé des arachides. Toutefois, dans son cas, la cause officielle du décès fut plus tard attribuée à une crise d'asthme sévère, bien que des traces d'allergènes aient été retrouvées dans son organisme. Ces événements tragiques poussèrent des chercheurs à étudier plus en détail la durée pendant laquelle les protéines d'arachide restent actives dans la salive. Le décès de Myriam mit en lumière le danger bien réel des allergies alimentaires sévères. Même une infime quantité d'un allergène peut provoquer une réaction potentiellement mortelle en quelques minutes. Les symptômes peuvent très vite évoluer d'un simple inconfort à une détresse respiratoire complète. Sans une intervention médicale immédiate, la survie devient incertaine. Aujourd'hui, sa mère continue de raconter son histoire dans l'espoir d'éviter d'autres drames. Elle insiste sur l'importance d'être toujours préparée et d'oser parler de son allergie. L'histoire de Myriam laisse une question troublante. Les choses auraient-elles pu se passer autrement si elle avait averti son petit ami de son allergie? Si elle avait eu son EpiPen ce soir-là? Nul ne peut l'affirmer avec certitude. Mais une chose est sûre, être informé et préparé peut sauver des vies. Tard un soir en 2020, alors qu'il tentait de disperser un combat de coqs illégal dans son pays natal, les Philippines, le lieutenant Christian Bollock se retrouva face à un danger inattendu. Alors qu'il s'apprêtait à confisquer l'un des coqs, un seul geste fatal changea tout. Aux Philippines, les combats de coqs, ou tupada, occupent une place culturelle profondément enracinée, traditionnellement associée aux rassemblements et aux célébrations. Cependant, ces combats comportent également des risques importants, non seulement pour les oiseaux, mais aussi pour les participants humains. Une lame en acier, appelée gaffe, est souvent fixée à la patte d'un coq pour maximiser les dégâts pendant le combat. Malgré le frisson et la tradition associée au combat de coqs, ces événements ont été rendus illégaux en 2020, notamment en raison de la pandémie de la Covid qui a conduit les autorités à interdire les rassemblements. Malgré l'interdiction, des combats de coqs clandestins ont continué. Et en octobre 2020, le lieutenant Bollock et son équipe intervenaient pour faire respecter les restrictions suite à des signalements d'un rassemblement illégal dans le village de Madugang, à Northern Samar.
Christian, dans la trentaine et déterminé à faire respecter la loi, dirigeait le commissariat de San José avec un engagement sans faille. Ce soir-là, il s'était joint à son équipe pour mettre fin à un combat de coq illégal, espérant stopper non seulement les paris et la cruauté, mais aussi la propagation potentielle du virus. Ces événements avaient été associés à des foyers de Covid-19 locaux, qui à ce moment-là avaient déjà causé des milliers de décès aux Philippines. C'est au moment où Christian tenta de confisquer un coq que un des gaffes de l'animal, une lame métallique tranchante fixée solidement à sa patte, traversa sa cuisse supérieure, perforant son artère fémorale. Ce vaisseau sanguin vital, une fois tranché, provoqua une perte de sang rapide et incontrôlable. Les collègues de Christian, présents sur les lieux, tentèrent d'aider d'urgence leur lieutenant blessé. Ils utilisèrent un morceau de tissu dans une tentative désespérée de créer un garrot de fortune. Mais avec peu de temps et de moyens, leurs efforts pour arrêter l'hémorragie se révélèrent insuffisants. En quelques minutes, Christian perdait une quantité dangereuse de sang et les secours furent appelés pour le transporter d'urgence à l'hôpital provincial. Malgré leurs meilleurs efforts, Christian Bollock fut déclaré mort à son arrivée. La lame tranchante du coq avait causé un traumatisme fatal, soulignant les dangers graves associés au combat de coq, des risques bien au-delà de l'arène. Edwin Hong Chuan, gouverneur de Northern Samar, exprima sa tristesse et sa frustration, soulignant la perte tragique d'un agent dévoué dont l'engagement à faire respecter les règles de santé et de sécurité lui coûta la vie. Hong Chuan nota que l'équipe avait pris toutes les précautions possibles ce soir-là, parfaitement consciente des risques qu'elle courait lors du raid. « Nous pleurons avec notre police provinciale la perte d'un agent aussi engagé et altruiste », a déclaré Hong Chuan, reconnaissant le sacrifice de Christian pour protéger sa communauté. Pour honorer le service de Christian, le gouvernement local offrit son soutien à sa famille, afin qu'il ne soit pas laissé à affronter leur chagrin seul. Ses collègues et la communauté se souviennent de Christian Bollock comme d'un officier courageux et d'un protecteur désintéressé de son peuple, un souvenir qui ne sera pas facilement oublié. C'était en février 2025 à Planalto, au Brésil. Davi Nunes Moreira, âgé de 14 ans, était un adolescent typique. Curieux, aventureux et fasciné par le monde en ligne. Mais une décision a tout changé, conduisant à une issue tragique que personne n'aurait pu anticiper. Davi était un garçon actif qui aimait passer du temps avec ses amis et jouer dehors. Un jour, son père a remarqué qu'il boitait, mais Davi a minimisé la situation, disant qu'il s'était blessé en jouant. Cependant, son état s'est aggravé avec le temps. Il a commencé à vomir et avait de plus en plus de difficultés à marcher. Il était clair que quelque chose n'allait pas. Alors que ses symptômes s'intensifiaient, son père l'a emmené en urgence à l'hôpital de Planalto. Mais son état a continué à se détériorer et les médecins n'ont pas pu déterminer immédiatement la cause. Il a ensuite été transféré à l'hôpital général de Vitória da Conquista pour un traitement plus approfondi. C'est là que Davi a finalement révélé ce qui s'était passé. Il a expliqué au personnel médical qu'il était allé dans une pharmacie locale, avait acheté du matériel et mené une expérience dangereuse. Il avait écrasé un papillon mort, mélangé ses restes avec de l'eau et injecté le liquide dans sa jambe. Cette confession choquante a conduit beaucoup à croire qu'il avait peut-être été influencé par un défi en ligne. Les médecins étaient stupéfaits et les spéculations ont commencé. Certains experts pensaient que les toxines du papillon auraient pu pénétrer dans son sang, tandis que d'autres suspectait une embolie causée par de l'air dans la seringue. Il y avait aussi la possibilité d'une réaction allergique ou d'une infection grave. Mais alors que l'état de Davi se détériorait, la cause exacte restait incertaine. En attendant des nouvelles à la maison, le père de Davi a fait une découverte troublante. Sous l'oreiller de son fils, il a trouvé la seringue utilisée pour l'expérience. Cette pièce, à conviction cruciale, a ensuite été examinée par les autorités dans le cadre de l'enquête officielle. Malgré les soins médicaux, l'état de Davi a continué à se dégrader. Les médecins ont tout fait pour le sauver, mais son corps n'a pas pu se rétablir. Après 7 jours de lutte, il est décédé. Les autorités enquêtent toujours sur la cause exacte de sa mort. Les possibilités incluent une embolie, une infection ou une réaction grave au reste du papillon. Certains experts pensent que les toxines de certains papillons, comme le papillon monarque, auraient pu contribuer à la tragédie. Bien que ces toxines ne soient généralement pas nocives en petite quantité, les injecter directement dans le corps aurait pu avoir des conséquences inattendues et graves. L'histoire de Davi s'est rapidement répandue en ligne, suscitant des discussions sur les dangers des tendances virales. Beaucoup ont exprimé leur incrédulité, certains blâmant la culture Internet pour la promotion de défis risqués.
tandis que d'autres y voyaient un cas tragique de curiosité juvénile mal orientée. Une personne a commenté « Pourquoi les enfants font-ils des choses aussi dangereuses ?» Une autre a écrit « Il n'était qu'un enfant. Il ne pense pas aux conséquences, seulement à l'instant présent. » Cependant, avant sa mort, Davy a nié avoir participé à une tendance en ligne. Il a insisté sur le fait que ses actions n'avaient pas été influencées par les réseaux sociaux, laissant beaucoup se demander s'il s'agissait simplement d'une expérience personnelle qui a mal tourné. Sa mort n'est pas le premier cas de jeunes blessés à cause d'expériences risquées ou de défis Internet. Dans des incidents précédents, certaines personnes ont subi des blessures graves et d'autres ont perdu la vie après avoir tenté des cascades dangereuses. Un cas connu impliquait une influenceuse qui a failli perdre ses orteils après avoir essayé un défi viral avec de la glace et du sel. Bien qu'elle ait survécu, elle a subi de graves dommages. Les experts ont mis en garde contre les risques de manipuler certains insectes et substances sans comprendre leurs effets. Le professeur Marcelo Duarte, spécialiste des papillons, a expliqué que bien que les fluides des papillons ne soient pas bien étudiés pour leurs effets sur les humains, ils pourraient tout de même présenter des risques sérieux, surtout lorsqu'ils sont introduits directement dans le sang. Le cas de Davy soulève de nombreuses questions sans réponse. A-t-il vraiment été influencé par un défi en ligne ou s'agissait-il d'une expérience innocente qui a mal tourné? Une intervention médicale plus précoce aurait-elle pu le sauver? Et comment les parents et les éducateurs peuvent-ils mieux informer les jeunes sur les risques de telles actions? Les autorités attendent toujours les résultats de l'autopsie qui pourraient apporter plus de clarté. Mais quels que soient les résultats, la mort de Davy est un rappel déchirant de la manière dont un moment de curiosité peut conduire à des conséquences irréversibles. Sa famille et ses amis sont laissés dans le deuil tandis que l'enquête se poursuit. La tragédie de Davi Nunes Moreira est un exemple douloureux de la dangerosité d'expériences en apparence anodines. Son histoire devrait servir de leçon, incitant les jeunes à réfléchir à deux fois avant de tenter quelque chose de risqué, que ce soit en ligne ou dans la vie réelle. C'était le 19 mai 2017 à Gouaï, au Zimbabwe. Théonis Botha, un guide de chasse sud-africain de 51 ans, menait un groupe près du parc national de Hwange. Fort d'une expérience de près de 30 ans, Botha était bien connu dans le milieu de la chasse. Il avait fondé Théonis Botha Big Game Safaris, une entreprise spécialisée dans les expéditions de chasse aux lions, léopards et éléphants. Cet après-midi-là, Botha et son groupe traversaient la brousse lorsqu'ils tombèrent sur un troupeau d'éléphants en période de reproduction. À mesure qu'ils s'approchaient, 3 éléphants se mirent soudainement à charger. Botha, chasseur expérimenté, tira de son fusil pour tenter de se protéger, lui et son équipe. Mais les détonations ne firent qu'aggraver la situation. Alors que le groupe focalisait son attention sur les éléphants chargeants, un 4e approcha sur le côté. Pris de court, il souleva rapidement Botha du sol grâce à sa trompe. Avant que quiconque ne puisse intervenir, un autre chasseur tira à son tour, atteignant l'éléphant. Gravement blessé, l'énorme animal s'effondra et tomba directement sur Botha. Le poids de l'éléphant fut trop important. Il fut écrasé instantanément et il n'y eut rien à faire pour le sauver. Ses compagnons de chasse restèrent sous le choc. L'homme qui avait passé des décennies à traquer et chasser les plus grands animaux d'Afrique venait de perdre la vie dans un tournant tragique. L'incident s'était produit près du parc national de Hwange, dans la même région où, 2 ans auparavant, le célèbre lion Cécile avait été tué. Au moment de sa mort, Botha était en pleine expédition de chasse autorisée d'une durée de 10 jours. Bien qu'il ait consacré sa vie à guider d'autres personnes lors de ces expéditions, cette fois-ci, il ne reviendrait pas. Botha avait commencé sa carrière dans les années 1980 pour financer ses études universitaires. Au fil des ans, ces petites expéditions de chasse s'étaient transformées en une activité à plein temps. Son entreprise, Game Hounds Safaris, était devenue célèbre pour ses circuits de chasse au Zimbabwe, au Botswana et en Afrique du Sud. Il se spécialisait dans une méthode appelée chasse à la monteria, une technique européenne utilisant des chiens entraînés pour pousser le gibier vers les chasseurs. Traditionnellement utilisée pour des animaux plus petits, Botha avait adapté cette technique à des proies beaucoup plus imposantes en faisant un élément clé de ses safaris. Sa réputation dépassait les frontières de l'Afrique. Il se rendait fréquemment aux États-Unis pour attirer des clients fortunés en quête d'expériences de chasse au grand gibier. Beaucoup le considéraient comme l'un des meilleurs du métier et ses safaris étaient très prisés. Au fil du temps, il élargit ses opérations en établissant plusieurs ranchs de chasse à travers l'Afrique australe. Après la diffusion de la nouvelle de sa mort, les réactions furent mitigées. Le milieu de la chasse pleura sa perte, se rappelant de lui comme d'une figure compétente et respectée. Amis, clients et confrères chasseurs se ruèrent sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs condoléances. « Une légende est tombée », écrivait l'un d'eux. Un autre ajouta « Tellement triste, repose en paix ». Sa femme, Karike, et leurs 5 enfants furent dévastés.
Karike se préparait à se rendre au Zimbabwe pour ramener son corps, affrontant une réalité déchirante. Cependant, tout le monde ne vit pas sa disparition comme une tragédie. Les critiques, notamment ceux opposés à la chasse aux trophées, exprimèrent des avis divergents. Nombreux étaient ceux qui estimaient que son destin était le résultat même de ce à quoi il avait dédié sa vie. Certains internautes firent part de leur frustration, affirmant que la sympathie devait aller à l'éléphant plutôt qu'au chasseur. D'autres profitèrent de l'occasion pour appeler à mettre fin à la chasse aux trophées. Pour aggraver le chagrin du milieu de la chasse, la mort de Botha survint quelques semaines seulement après un autre incident tragique. Son ami proche, Scott Van Zyl, avait disparu lors d'une expédition de chasse au Zimbabwe. Quelques jours plus tard, les autorités découvrirent qu'il avait été attaqué par des crocodiles. Ses restes furent retrouvés dans l'un des animaux. Botha et Van Zyl avaient travaillé ensemble pendant des années et perdre les deux hommes si rapprochés fut un coup dur pour leurs collègues et leurs familles. Malgré le décès de Botha, Gamehounds Safaris continua ses activités. Sa mort fut un rappel sombre des risques inhérents à la chasse. Même si l'industrie restait lucrative, les dangers étaient toujours présents, qu'ils proviennent d'animaux sauvages imprévisibles ou des environnements difficiles dans lesquels ces chasses se déroulaient. L'incident aurait-il pu être évité? Et si le groupe n'avait pas rencontré ces éléphants ce jour-là? Et si l'autre chasseur avait réagi une seconde plus tôt? Ce sont des questions qui resteront sans réponse claire. La perte de Théonis Botha marqua la fin d'un chapitre important de la chasse au grand gibier. Certains se souviendront de lui comme d'un professionnel aguerri, maître dans son art. D'autres verront son décès comme la conséquence d'une industrie dangereuse et controversée. Quelle que soit l'opinion, son histoire demeure celle d'un risque, d'une imprévisibilité et de la confrontation à la nature sauvage.